Avant-dernier numéro du grand rendez-vous cette semaine, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver et d'être toujours fidèles à ce programme. Le temps qu'il fera demain vendredi, on le découvre ensemble avec la météo. Bonsoir Malanville, ce soir avec la carte postale, nous sommes dans le département de la Liborie. Merci à vous tous qui nous suivez en direct. Bien sûr, le grand rendez-vous se poursuit. Si vous venez de nous prendre au vol, vous n'avez encore rien raté. Nous avons 4 rubriques au menu du grand rendez-vous de ce jeudi. Dès que l'enfant paraît, c'est la joie dans les cœurs. Une joie qui ne doit pas faire oublier tout ce qui est nécessaire au bien-être du nouveau-né, parmi lesquels les vaccinations de l'enfant qui se font selon un calendrier bien précis. Yasmin Damata et son invité ont choisi de s'y pencher. Ce sera dans Nature et Bien-être. Une pierre alléchée pour améliorer l'alimentation du bétail. C'est bien possible. Comment s'y prendre? Restez avec nous pour le savoir dans le monde agricole. Femmes et hommes, l'égalité des chances est-elle possible? La réponse pourrait vous surprendre. Notre expert ce soir pour en parler, c'est Marielle Degoué, elle est présidente du Roagelf. Vous allez découvrir justement c'est quoi le Roagelf aussi dans un instant. Horizon Culture reçoit ce soir un journaliste culturel. Il s'agit de Teddy Gandegbe et nous allons vous faire redécouvrir l'art de communiquer avec les proverbes africains. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est jamais sans la dernière édition du journal de la journée. Ce soir, aux commandes, Nadège Sani, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Voilà, qu'est-ce que nous avons au menu de ce 1945? Merci à vous Agnat. Ce 18 juillet, la communauté internationale célèbre Mandela Day. Par cette célébration, les Nations Unies veulent rendre hommage à l'homme pour sa contribution extraordinaire en faveur de la paix et de la liberté. Un projet pour changer les habitudes des populations béninoises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une initiative du Fonds mondial pour l'environnement et qui a reçu l'approbation du ministère du cadre de vie. Le point du lancement de ce programme, c'est à suivre. Et puis, le temps qui est perdu ne se rattrape plus. Comment mieux gérer son temps? On en parle dans le 1945. Merci à vous, Nadège Sani. On a hâte de vous retrouver tout à l'heure pour le menu proprement dit. En attendant, le grand rendez-vous peut se poursuivre. Le premier plateau ce soir, c'est Nature et Bien-être. Nous parlons du calendrier vaccinal sur Nature et Bien-être, mais avant de recevoir Yasmin Damata et son invité, on suit d'abord cet élément.
De l'aiguille qui pique et qui fait mal. De nombreux enfants détestent se faire piquer. Pourtant, pour leur propre santé, il faut qu'ils se fassent vacciner. Yasmine Damata a choisi de s'y pencher. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler du calendrier vaccinal. À vos côtés, Philippe Toyissou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur des soins de santé primaire. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, on parle donc du calendrier vaccinal chez l'enfant. Yasmine Damata, on peut y aller. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Dites-nous, c'est le calendrier vaccinal, le Bénin, il en a, oui ou non? Tout à fait. Il existe un calendrier vaccinal pour l'enfance au Bénin. Et c'est de quel âge à quel âge? La norme, c'est de la naissance jusqu'à 11 mois, c'est-à-dire avant son premier anniversaire, l'enfant doit déjà recevoir tous ses vaccins obligatoires. 11 mois, cela veut dire avant même qu'il ait 1 an, il a déjà fini ses vaccins obligatoires. Tout à fait. Donc c'est par rapport à cela que les différentes doses de ces antigènes constituant les vaccins sont réparties dans le temps. Et cette répartition va du jour de la naissance. Et ce jour, normalement, on doit faire le vaccin contre la tuberculose, que nous appelons le BCG. On doit faire ce vaccin à l'enfant et immédiatement après ce vaccin, on lui administre 2 gouttes du vaccin contre la poliomyélite, que nous appelons VPO. On lui donne ces 2 gouttes. Et après cela, il doit repartir et à la 6e semaine de vie, on ramène cet enfant pour débuter une autre chaîne de vaccination. Une autre chaîne parce que c'est fait successivement tous les mois, c'est-à-dire à intervalle de 4 semaines. Et cela comporte un groupe d'antigènes aussi, un groupe de vaccins. Le tout premier, c'est un vaccin associé à 5 antigènes que nous appelons communément le Penta. D'accord. Penta parce que c'est 5. Et dans ces 5 antigènes, nous avons l'antigène contre la diphtérie, l'antigène contre la coqueluche, l'antigène contre le tétanos et l'antigène contre les manifestations de l'hémophilus influenzae de type B qui donnent des manifestations à type de méningite qu'on appelle méningite hémophilensée. Et le dernier, c'est contre l'hépatite B. Tout ça, c'est en 11 mois ou Tout ça, c'est avant les 11 mois. D'accord. Et Si vous permettez, non, que je vous coupe, ce calendrier vaccinal a été mis sur le marché il y a combien de temps? Parce que quand vous me parlez d'hépatite B, je ne pense pas que jusqu'à un passé récent, on vaccinait pour l'hépatite. Tout à fait. Le programme élargi de vaccination au Bénin a connu une progression dans la mise à disposition de ces antigènes. Le tout n'est pas venu en un jour. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Et de l'histoire, on peut vous rappeler que c'est en 2002 que le Bénin a introduit dans son programme élargi de vaccination le vaccin contre l'hépatite de type B. C'est vous dire qu'à partir du 2 août, précisément 2002, tous les enfants qui sont nés au Bénin et dont les parents ont assuré la vaccination étaient déjà protégés contre l'hépatite B. Et entre parenthèses, je vous le dis, c'est pour ça, quand nous entendons des ONG qui, sans aucune permission ou sans aucune consultation auprès du ministère, se mettent à faire tous azimuts des vaccinations, des campagnes de vaccins contre l'hépatite B, on se dit
est-ce qu'ils suivent l'actualité? Oui, mais de Est-ce vous qu'ils à se moi, conseillent? tous ceux qui étaient nés avant 2002, ils ont bien besoin de leur vaccin aussi. Oui, tous ceux qui étaient nés avant ont besoin de vaccins, mais si nous appédantissons sur l'hépatite, Oui. on voudra vous dire que Celui qui a de 0 à 17 ans aujourd'hui, ils sont à l'aise. l'hépatite, si vous n'avez pas fait la vaccination Oui. et que jusqu'à 10 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, vous n'avez pas eu la chance de contracter le virus, c'est une chance pour vous, mais ce n'est pas dire que c'est en ce moment-là qu'on s'assure d'une protection certaine de votre personne, parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains de ce virus. Ok. Et le Bénin a même mis en place actuellement un programme de lutte contre l'hépatite. D'accord. qu'on est en train de On aura conduire. l'occasion de revenir sur l'hépatite. Nous allons poursuivre avec le calendrier vaccinal. Vous en étiez au vaccin, Au vaccin contre Penta, l'hépatite. et je disais donc qu'à la 6e semaine, l'enfant doit aller recevoir La dernière sa dose. dose, pas la dernière, sa première dose de Penta, et associé à cet antigène, il reçoit à la 6e semaine également un autre vaccin que nous appelons le PCV13. D'accord. Ce vaccin est dirigé contre les pneumonies de l'enfance. Parce que lorsqu'on fait l'épidémiologie de notre pays, on constate que les maladies respiratoires chez l'enfant sont en deuxième position après De mortalité infantile. les causes de mortalité, après les diarrhées surtout, et les autres groupes de fièvre, en tête le paludisme. D'accord. Alors, après ce vaccin, Oui. vous avez également à la 14e semaine de vie, je disais donc, on répète tous les mois, on D'accord. fait à la 6e Sixième semaine, semaine la après, 10e semaine 10e et à la semaine. 14e semaine. À la 14e semaine, on associe à tout ce lot de vaccins que l'enfant reçoit, on associe ce que nous appelons le VPI, le D'accord. vaccin contre la polio injectable. Parce que nos conditions environnementales aujourd'hui sont telles que on a décidé de renforcer la lutte contre la poliomyélite. Donc à la 14e semaine de vie, c'est-à-dire 3 mois et demi, en administrant tout le lot de vaccins que nous avons cités, les Penta, les PCV13 et le VPO, on donne également ce vaccin qui est injectable et qui renforce l'immunité de l'enfant. D'accord. Maintenant, ce que je voulais savoir, après ces 11 mois où l'enfant a pris ses vaccins, est-ce que ça dit qu'il est libre, il ne prend plus d'autres vaccins jusqu'à ce qu'il grandisse? Actuellement, au Bénin, si vous avez bien respecté le calendrier, bien respecté les dates, je Oui. disais tantôt, après ces 3 mois et demi, ce n'est pas encore la fin, puisqu'on a dit l'échéance c'est 11 mois. D'accord. Il y a aussi 2 antigènes. Oui. Et, entre-temps, il y a depuis 1 an, le Bénin a officiellement décidé de renforcer l'immunité avec un nutriment rare, parce que tel qu'on le consomme, les petits-enfants n'ont pas encore accès, et c'est la vitamine A qui renforce l'immunité, qu'on a introduit dans le programme élargi de vaccination D'accord. pour sensibiliser les parents. Si vous sur cela. permettez, directeur, je crois que sa question, c'était de savoir si après avoir respecté le calendrier vaccinal jusqu'à 11 mois, l'enfant aurait encore besoin d'autres vaccins. L'enfant aurait besoin d'autres vaccins que nous appelons les vaccins OPEV. D'accord. Mais Donc ça, avec- ce n'est pas des vaccins obligatoires. c'est pas les vaccins obligatoires. D'accord. Les Maintenant. parents sont libres de le faire ou pas? C'est ça? Les parents sont libres de le faire. Et c'est ça que nous observons sur le terrain où certains médecins, certains pédiatres prescrivent ces vaccins et facilement les parents, quand ils vont l'honorer, c'est d'un coût un peu élevé et ils disent que fait le programme élargi de vaccination pour qu'on nous prescrive des vaccins. D'accord. Et je voudrais vous rappeler que avant qu'un pays n'introduise un vaccin, il fait d'abord une étude sur cette maladie dans le pays Auprès des pour populations. voir le profil de cette maladie et sur la loi des grands nombres. Quand la maladie n'est pas d'une certaine importance, n'est pas d'une certaine affectivité grande par rapport à la population, On ne peut pas ne s'y- l'introduire on ne dans le s'y met PEV. pas parce que lorsqu'on s'y met, c'est un engagement définitif. D'accord. Et il faut avoir tous les aspects Bon, ce qui est qui puissent sûr, vous aider. je suis sûr que vous n'allez pas avoir envie d'en parler, mais c'est aussi une question de coût. On ne peut pas prendre en charge tous les vaccins non plus. Tout à fait, c'est réel. Dites-le, sans langue de Non, bois, on c'est- avait c'est- compris. C'est ce que je voudrais dire en disant qu'il faut avoir toutes les garanties. Si. Les garanties, c'est d'abord la garantie financière. La première, On a là. déjà la garantie technique par rapport à la qualité du Vu vaccin. que les 11 premiers mois,
L'État accompagne. L'État accompagne. Mais est-ce que les parents, vu que l'État accompagne, est-ce que les parents le font réellement? Est-ce qu'ils respectent réellement les 11 mois pour l'enfant? Les parents ne respectent pas. Et nous avons eu à conduire des enquêtes dans le pays qui ont montré les causes. La première cause de non-respect, c'est le manque de connaissance de l'importance de la vaccination. Qui est censé leur apporter l'information? Ce n'est pas la sage-femme ou l'agent de santé qui vaccine. Oui, cela ne manque pas. Il faut vous dire en toute connaissance de cause que ces informations passent. Il y a les radios communautaires qui assistent aussi à ce passage de messages, mais ce qu'on appelle l'en nous, ce qu'on connaissait et qu'on a gardé en nous, domine. Nous sommes sur le terrain. Cela explique les réticences. On a appris auprès de certaines communautés qu'avant que l'oiselet ne soit né, le petit enfant avait un jouet. C'est clair. Par rapport à la vaccination, sous prétexte de nous dire que notre vaccin n'est qu'un élément superflu et qu'eux, ils ont des forces de protection. D'accord. Mais c'est dans le même temps que nous entendons des sages qui disent que quand l'épidémie de rougeole n'est pas passée, aucun parent ne peut compter ses petits. C'est un combat de proverbes sur ce plateau. On peut en revenir au vaccin. D'accord. C'est dire que, vous m'excusez, que nous passons l'information. On a beaucoup d'assistances communautaires qui passent l'information, mais il y a la croyance qui domine aujourd'hui. C'est clair, il faut parler de l'aspect religion. Il y a des communautés religieuses aussi qui ne sont pas trop pour. Le temps est fini, mais je veux bien que... Vous avez une question? Que le docteur rappelle à nos téléspectateurs l'importance, l'intérêt du respect du calendrier vaccinal, surtout les 11 premiers mois pour l'enfant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a gagné? L'intérêt que nous avons à respecter les temps, c'est que d'abord, ça limite la survenue des maladies. Et je disais que nous avons associé la vitamine A, toujours pour renforcer l'immunité. En limitant la séquence des maladies chez l'enfant, on limite la mortalité infantile. Et lorsque dans un foyer, vous n'avez plus des accrus de temps de maladie, c'est sûr que votre poche financière se stabilise. D'accord, vous avez le temps de penser à autre chose. Alors, directeur, je rappelle, vous êtes Philippe Toyissou, directeur des soins de santé primaire. Avec vous, nous avons parlé du respect du calendrier vaccinal chez l'enfant. Yasmine Damata, merci pour le sujet. Mais je me demande, est-ce que ce serait possible de revenir peut-être sur l'impact sur les populations par rapport à ce calendrier vaccinal-là? On va y revenir. On aura des études la semaine prochaine. D'accord, merci. On passe à présent à un autre plateau. Il s'agit de l'ESPER. Voilà, avec l'espèce ce soir, on parle d'égalité de chance. Égalité de chance pour tous. Est-ce que c'est possible? On y répond dans un instant avec Marie-Aïe Degoué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes la présidente du ROAGELF. Je vous laisse l'honneur de définir. ROAGELF, déjà, c'est quoi? Alors, le ROAGEF, c'est le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders. Donc, on parle de ouest-africain, ça suppose la zone CEDEAO, les 15 pays de l'espace CEDEAO. D'accord. Voilà, c'est en tant que jeune femme leader, justement, que nous vous recevons sur ce plateau pour parler d'une thématique qui revient à chaque fois. Aujourd'hui, on parle d'égalité des chances pour l'homme et la femme. Avant qu'on ne vienne à ce que vous-même vous pensez du sujet, dites-nous un peu, quand on parle d'égalité des chances, cela renvoie à quoi? J'aime souvent me référer à André Comte, qui dit ceci, que l'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ou de la malchance pour réussir dans la vie. Donc justement, l'égalité des chances fait appel, lorsqu'on s'intéresse à l'égalité des droits, il faut d'abord se rendre à l'évidence que ce n'est pas du tout de la même chose, on est en train de parler. C'est deux choses différentes. Donc l'égalité des chances fait intervenir la chance
que l'on accorde à tout individu justement pour que celui-ci puisse réussir sur le plan social indépendamment de son origine sociale, de son ethnie, De son genre. Dites-le, de son genre. de son genre naturellement, Oui. bien sûr, mais de son handicap aussi. Aussi. On n'en parle pas souvent, mais de son handicap, des moyens financiers de ses parents, de son lieu de naissance. Justement, ce n'est pas parce que j'ai vu le jour en Afrique que mes chances doivent pouvoir être réduites que quelqu'un qui a Qui est vu né le en jour Europe. quelque part. Je ne veux pas nommer. D'accord. Alors, l'égalité des chances, femmes et hommes aujourd'hui dans le monde, vous y croyez? On n'a pas le choix, on n'a pas autre choix que d'y croire, même si le combat est permanent. Le combat est permanent parce que justement, il y a des statistiques qui nous laissent entendre que déjà dans les années 60, ou de 60 à 71, on comptait 36% de garçons qui se faisaient scolariser contre 18% de filles. Mais ironie, c'est qu'en 2007, non, même avant 2007, on se rend compte que dans les années 90, 36% de femmes contre 62% de garçons sont scolarisés. Et en 2007, on se retrouve à 92%, je ne dis pas la suite, mais 104,33% de garçons. Pour vous dire que oui, lorsque l'on compare un peu ces chiffres, Ça a quand même évolué. on pense qu'on peut toujours espérer qu'il peut y avoir une égalité des chances, puisque ce qu'il est recherché, c'est comment faire pour que les êtres humains, j'aime parler d'individus, pour qu'on ne se limite pas au genre, au sexe, comme vous le dites, pour qu'on ne se limite pas, pour que les deux, tout être humain puisse avoir les mêmes opportunités de réussite. D'accord, alors nous allons partir pas à pas, un peu dans le monde professionnel au niveau des adultes. Pour beaucoup aujourd'hui, il y a des politiques qui accompagnent une forme de discrimination positive vis-à-vis de la femme. Est-ce que vous, en tant que jeune femme leader, c'est une discrimination positive, puisque c'est comme ça on l'appelle, auquel vous adhérez? Oui, justement, vous voyez, nous sommes, comme on le dit, on parle d'égalité de chance. Puisqu'on parle d'égalité de chance, c'est à aussi observer que c'est une égalité qui diffère de l'égalité de résultat. Donc, on recherche l'équité ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est en position d'infériorité et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne qui se retrouve en position d'infériorité se retrouve au même niveau que l'autre qui est en position de supériorité. Et ça fait appel à ce qu'on appelle le concept genre, que les gens n'arrivent pas souvent à bien définir. Et le genre, en réalité, c'est lorsque la catégorie défavorisée devient prioritaire. Et c'est ce qui se fait appliquer et c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans un dispositif de discrimination positive. Je prends quelqu'un ou une personne. Donc pour vous, c'est vivant, vraiment positif, cette discrimination? Elle est positive, justement, puisqu'on parle d'équité. Oui. Si vous avez une taille de 1,80 m et que nous devrons tous voir la même chose de l'autre côté, et que moi je dispose de 1,50 m, c'est sûr, hein. Il faudra vraiment qu'on vous donne un escabeau. J'ai besoin de pour chaises vous ou monter d'escalier pour pouvoir voir au même niveau que vous. Donc il faudra forcément... D'accord, hein, mais bon, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas les hommes. Les hommes ne sont pas forcément satisfaits de cette discrimination positive. Mais moi, je me demande... On se dit marginalisé lorsqu'on fait l'analyse uniquement au niveau du genre, comme vous le dites, ou du sexe homme et femme. Mais lorsqu'on fait l'analyse au niveau de la personne, on a parlé tout à l'heure d'égalité des chances. On a dit que l'égalité des chances, c'est comment faire pour pouvoir neutraliser le milieu d'origine duquel tout individu quitte. Lorsque mon milieu d'origine est un village et que votre milieu d'origine est une ville, la discrimination positive voudrait en principe que l'on privilégie la personne qui vient du village. D'accord, mais cette forme de discrimination, elle ne s'observe, en tout cas pas dans les faits en tout cas. Est-ce que pour vous, il faudrait aussi qu'on y arrive? Oui, justement, vous savez, lorsqu'on parle également d'égalité des chances, ça fait partie des éléments de la politique libérale ou de ce qu'on appelle politique libérale. Et cet élément voudrait que cette politique soit accompagnée de mesures concrètes et efficaces et lesquelles mesures permettent d'atteindre effectivement l'objectif qu'on recherche. Sinon, on tombe encore dans une autre forme d'inégalité où l'individu se retrouve seul face à son sort
à son origine et puis on dit ben c'est sa faute, alors qu'en réalité, les mesures d'accompagnement auraient manqué. Alors là, on a l'impression d'être en plein jeu d'équilibriste. Il faut faire attention pour demeurer avec l'objectif qui est l'équité. Absolument. Alors, sous nos cieux, parlons un peu de sous nos tropiques ici. Vous avez parlé du milieu familial qui peut aussi être un cadre défavorisant pour aller vers l'équité. Comment faire pour que même dans le cercle familial, l'individu tout petit puisse se sentir au même niveau que l'autre aussi. Vous n'aimez pas trop parler du genre, on va parler aussi un peu de genre, et parler aussi un peu de cette féodalité qu'on observe dans certains milieux. Vous savez, les lois, quand on parle de mesures d'accompagnement, nous avons des lois quand même qui nous aident aujourd'hui. Il y a une discrimination au niveau de l'accès à la terre concernant l'homme et la femme, au niveau de tout. Bon, pour revenir à la famille, comme vous le dites, il y a la loi, notamment le code sur la famille, des personnes et de la famille, qui dit aujourd'hui que lorsqu'une personne décède et qu'il laisse des héritiers, l'enfant âgé d'une semaine dispose des mêmes droits que l'enfant âgé de 50 ans. Waouh! Vous voyez que c'est déjà une avancée. C'est une avancée. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, la personne, l'aîné âgé de 50 ans, prend tout. Je m'arrange à ce que tu te débrouilles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'on doit davantage démultiplier ces genres d'initiatives pour pouvoir permettre à la famille aussi d'être consentant, d'être complice, de contribuer à cette évolution. Et ben voilà, avant aussi, c'est uniquement les garçons aussi on privilégiait pour aller à l'école. On a donné des statistiques de 2007, c'est vrai que ce sont des statistiques évolutives. Aujourd'hui, il y a des salles de classe où on se rend compte que les 5 premiers sont uniquement des filles et le garçon se retrouve à être 6e. Donc ça évolue. Ça évolue énormément et j'aime bien quand vous parlez du cercle familial, de nos milieux ruraux. Comment s'arranger pour que tout le monde partage cet idéal d'aller vers l'équité? C'est de mettre en lumière les exemples. Lorsque nous avons des exemples réussis, il faudrait pouvoir les mettre en lumière et montrer à nos compatriotes de ces milieux ruraux que non, on ne perd rien en le faisant, mais on y gagne tellement en mettant à disposition les mêmes chances pour tous les enfants. D'accord. Alors pour vous, ce concept d'équité, c'est un concept qui gagnerait à être vraiment promu sous nos cieux parce que pendant longtemps, on a pensé que c'est le concept des autres. Nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Nous avons nos réalités africaines auxquelles nous tenons et il faut qu'on puisse rester fidèle à cela. Tout à fait. Et les scientifiques pensent que le genre dont on parle, en réalité, c'est un outil de développement. Oui. Et lorsqu'on perçoit le genre comme un outil de développement et non comme le genre qui vient juste faire la promotion de la femme, j'ai dit ce n'est pas le cas. Donc, c'est à encourager. Donc, allons-y tous, quoi. Je ne dirais pas la tête baissée, mais avec les mesures efficaces. Alors, deux femmes qui parlent d'équité, je suis sûre que les téléspectateurs s'attendent à ce qu'on aborde l'aspect parité, l'aspect complémentarité. Pour vous, on parle de parité, on parle de complémentarité. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand on parle du genre? Quand on parle du genre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la complémentarité, c'est même l'équité. Donc, moi, je ne vois pas, le genre, ce n'est pas la parité, puisque quand on se limite à la parité, on voit l'homme et la femme, même chose homme, même chose femme. Mais quand on prend le genre, en réalité, et qu'on se concentre sur l'aspect équité, l'aspect, j'ai parlé aussi des origines et tout cela, quand on voit ces aspects, on se rend compte que oui, une personne vivant avec un handicap est plus important que moi qui suis bien portant. D'accord. Parlons maintenant de ces personnes handicapées. Dans nos sociétés, encore à l'école, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas y aller par manque de rampe d'accès. Aujourd'hui, est-ce acceptable selon vous, Marielle Donboué? Ce n'est pas acceptable et je crois que les gouvernants sont en train de prendre leurs responsabilités. Paix à son âme, on avait une militante qui se battait vraiment pour que les mesures visant à améliorer les conditions de vie et d'accès aux opportunités d'emploi, ne serait-ce que déjà à l'école, parce qu'il faut fréquenter d'abord avant d'espérer compétir
pour se retrouver à un niveau d'emploi. Donc, je crois que les gouvernants sont en train de s'organiser. Maintenant, est-ce que c'est déjà chose effective? Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a assez d'associations de personnes vivant avec un handicap qui prennent sur eux-mêmes leurs responsabilités et qui réclament leurs droits. Quand vous allez au ministère de la Famille et des Affaires sociales, vous les voyez défendre. Il y a même une direction qui s'occupe uniquement de... Oui, cette direction, elle est créée déjà depuis un bon bout de temps. La direction existe, mais est-ce que dans les faits, c'est réel? Nous voudrions que cela devienne une réalité. D'accord, un petit mot, puisqu'il nous reste à peine 30 secondes pour conclure. Aujourd'hui encore, quand vous voyez les offres d'emploi, on parle d'aptitude physique. Est-ce que pour vous déjà, ce concept d'être apte physiquement n'est pas handicapant? Oui, c'est handicapant et je pense que ça fait partie également, ça doit faire partie des choses à relever. On doit le dire haut et fort, fait savoir que dire être physiquement apte aussi, c'est une manière de bloquer la voie à nos frères vivant avec un handicap, de leur dire ceci, ce n'est pas pour vous, et ça ne répond pas à notre concept d'égalité des chances. On limite leurs chances à ce niveau. Voilà, on parle ce soir, on parlait plutôt d'égalité de chances pour tous, on parlait d'équité, ce qui est sûr, hein. Pour Marielle Deboué, tout le monde devrait se mettre dans la danse. Le Bénin gagnerait beaucoup. Merci à vous, Marielle Deboué, d'avoir été avec nous. Absolument, chère Agnès, ce fut un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Eh bien, la balade se poursuit sur le grand rendez-vous et nous allons atterrir dans le monde agricole. Tenez-vous tranquille, ce soir, Karamata Agbataou nous parle d'un concept que je ne connaissais pas, je ne sais pas pour vous. Quand on vous dit pierre alléchée, vous pensez à quoi? Restez avec nous. L'élevage, une activité centrale qui représente souvent plus du tiers du produit intérieur brut agricole dans les zones sahéliennes. Au Bénin, l'élevage représente la seconde activité agricole après les productions végétales, mais ce secteur connaît de profondes évolutions. Au fil des années, la question de l'approvisionnement en aliments du bétail est devenue un enjeu plus global. On le lie à la mutation des systèmes de production et de l'élevage. Fournir au bétail une alimentation complémentaire des fourrages pâturés n'est pas seulement indispensable en cas de crise, c'est aussi une nécessité pour améliorer la productivité et favoriser une meilleure valorisation économique du cheptel. On y retrouve l'accroissement de la production laitière, une meilleure alimentation des futurs reproducteurs et bien d'autres. Tout ceci contribue à maîtriser l'ampleur des transhumances dans un contexte de raréfaction des ressources et de conflits croissants entre les différents usagers. Renforcer la résilience des ménages de pasteurs et d'éleveurs implique donc l'approvisionnement en aliments du bétail et les instruments de réponse aux crises en cas de choc conjoncturel particulier. La cohérence entre les deux approches est essentielle pour garantir l'efficacité globale du dispositif de réponse aux crises et faciliter l'adaptation du secteur de l'élevage. Dans ce contexte, l'approvisionnement en aliments du bétail, en particulier pour les différentes catégories d'éleveurs de ruminants, devient une problématique centrale de la sécurisation et du développement durable de l'élevage. La bonne gestion des compléments alimentaires constitue également un enjeu majeur pour la réduction de la vulnérabilité des pasteurs et de gestion des crises. Voilà, c'était donc là le commentaire de Jennifer Sachivi. Nous retrouvons Karamata Agbataou en plateau. Karamat, bonsoir. Agnès Bello, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau du Grand Rendez-vous. Chers amis, bonsoir. Voilà, Karamata Agbataou, ce soir, vous nous amenez un nouveau concept, une pierre alléchée, qui est d'ailleurs sur ce plateau. Exactement. Je ne sais pas si le Rialo peut m'aider à zoomer avant même qu'on ne voit notre invité. Nous avons une pierre alléchée au studio sur notre plateau et cette pierre nous est venue avec vous, justement, Dominique Gbagoué. Vous êtes fabricant de pierre alléchée. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Karamata Agbataou, vous nous dites déjà que c'est bon, hein, la pierre alléchée pour le bétail.
Effectivement, c'est très bon. Nous avons en tout cas celui-là qui est à même de nous donner plus d'informations sur cette pierre à lécher. Vous l'avez déjà présenté. Il est producteur agricole, membre de l'Union communale des producteurs de Zobodoma. Et c'est justement de Zobodoma qu'il nous est venu. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement jusqu'à nous pour nous apporter des nouvelles intéressantes sur cette pierre. Dites-nous, c'est quoi la pierre à lécher, monsieur? Merci. Le pierre à lécher, c'est un aliment complément pour les bétails, toutes les ruminants entiers. Bon, les pierres à lécher, ça facilite la digestion et ça donne les aliments nutritifs que les bœufs ne trouvent pas dans les herbes. Donc, quand il vient à la paix, il trouve ça. Ça leur permet de l'appétit aussi. Ça permet aux animaux de ne pas faire des avortements. D'accord. Des animaux femelles. Des animaux femelles. Donc, si on peut déjà se résumer à Niatibello, c'est que habituellement, ce que les bétails, les ruminants, ils mangent, c'est pour la plupart des herbes et tout, et que cette pierre vient en appui donc à leur alimentation. Donc, c'est un peu comme les humains, les hommes, qui prennent des vitamines pour... Des compléments alimentaires. Exactement. Donc, c'est un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire. Pour le bétail, pas pour l'homme, pour le bétail. Il y a des calcium, pour le bétail. Il y a des fer, il y a des phosphores, il y a tout dedans. D'accord, mais est-ce que Donc, pour tout nous... ce qui qui manque dans les herbes, là, c'est ça qu'ils trouvent dans les... Est-ce qu'on peut les citer? Est-ce qu'on peut citer Justement, ce que parlons un peu. les animaux là ne trouvent pas dans les herbes, qu'ils viennent rattraper dans la pierre? Dans la pierre à lécher, Les Karamatagwata. calcium, ils ne trouvent pas de calcium dans là. Et les fers aussi. Donc, les phosphates, les vitamines. Il y a certains vitamines qui ne trouvent pas dans les herbes. Et il y a tout ça dans cette pierre à lécher. On met encore, parfois, on met les vermifuges dedans aussi. D'accord. Ok. Les Les déparasitants. D'accord. Ça veut dire que la pierre se fabrique au besoin. Au besoin. Et qu'est-ce qui entre dans la fabrication? Qu'est-ce que vous mettez dans tout ça pour donner cette pierre? Bon. On met des orques dedans, des orques pour les peintres, un peu de ciment, en quantité qui demandait quoi, des coquilles d'huîtres, et sel de cuisine, et c'est ça. C'est délicieux, hein? Si le sel de cuisine est déçu, je suppose que c'est délicieux. Non, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Je ne vais pas lécher ça, c'est pour le bétail. Oui, je voudrais qu'il nous dise un peu, parce qu'il a une exploitation à Zobodoma, il a de la volaille, il a des ruminants, et qu'il nous dise un peu depuis quand il a commencé, par utiliser cette pierre sur ses animaux. Qu'est-ce qui a pu bien changer dans leur vie? J'ai commencé cela plus de 6 ans. D'accord. Et puis, lorsque j'ai commencé, je n'arrive pas à trouver des cases dans mes poulaillers. Et les animaux mangent, ils prennent des poids. Donc, ils mangent les avortements. Donc, c'est ça qui me permet. Et j'ai commencé par lancer. Et puis, j'ai commencé par produire et vendre encore. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en avait tellement... Il y a tellement de besoins aussi dans les populations. Juste ça, j'ai commencé même, et j'ai fait ça juste à ce que Babajide apprenne. Okay. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, la maison des paysans. Du paysan. Donc, comme je n'ai pas la possibilité pour ouvrir une provenderie, là, il y a certaines qui s'appellent Sono Gisèle, qui a une provenderie. Bon, je mets ça. Et Yvan, je prends un peu de revenus. Vous êtes donc un grand fabricant de pierres à lécher pour bétail ici au Bénin. On se demande un peu comment est-ce que vous avez pu avoir ces connaissances-là. Vous avez été certainement formé quelque part. J'ai été formé quand un projet. Comme je suis dans une organisation paysanne des producteurs, Union communale des producteurs de Zobodoma, là, ils ont trouvé un projet qu'on appelle Pura. Donc Pura qui nous a formés dans ce domaine. Il avait amené un docteur vétérinaire qui nous a formés. Donc, comme je prends le goût là, j'ai commencé par fabriquer assez. D'accord. Donc, c'est ça. C'est comme ça, c'est venu. C'est comme ça que j'ai commencé par fabriquer. Et vous êtes à combien de pierres quand vous vendez? Comment est-ce que ça s'écoule sur le marché? Est-ce que la demande, elle est là? Bon, j'ai fabriqué ça là, cela 12 jours. Et tout est déjà fini. D'accord. J'ai fabriqué au moins une 50aine. D'accord. Donc, hier, par exemple, on m'appelait là, je disais qu'il a 2.
Donc, j'ai rentré dans la boutique aujourd'hui. C'est une seule que j'ai trouvée. D'accord. Donc, Parce c'est que ça avait déjà été C'était vendu vendu. aussi. D'accord. Sinon, j'avais promis que je vais amener 2. D'accord. Maintenant, pour que le bétail puisse le lécher, comment vous faites? Vous mélangez ça à la nourriture, comme Non, on je a vu crois dans il les y va images? avec sa langue, hein, aussi simple que ça. Il Il lappe pose ça. sur la pierre. D'accord. Mais ça, vous Quand on cassez? met une corde dedans, Ah, vous mettez on une corde. attache ça. Ok. Donc, quand il vient là, il lappe. Il lappe. D'accord. Ouais. Et au Donc, fur et à c'est pour mesure? lapper. C'est pas pour D'accord. manger. Mais on a vu dans des images, ils les ont mis en petits morceaux, là, ensemble, dans la nourriture mélangée pour le bétail. Est-ce que c'est pas plus facile? On pourrait le faire aussi comme ça. C'est possible de le morceler en petits morceaux? D'accord. Ou bien vous auriez peur que le bétail l'avale? Moi, le bétail aussi, ça lappe. D'accord. Ça aussi, c'est bon. Si moi, je préfère pour fabriquer pour les bétails, là, je prends les moules de briques de 10, là. C'est ça que je fais pour les bétails. OK. Moi, je fais parfois les prestations de services. Quand vous avez demandé, je vous cite les choses et vous me faites, je viens préparer, vous me faites les prestations. D'accord, OK. Agnès Bello, Oui. on comprend donc notre producteur, notre producteur pierre agricole. Vous insistez tellement sur allécher, Oui. j'ai pas compris le problème que Agnès Bello a Non, mais avec c'est ce une pierre mot. alléchée, Mais une chose Sarah est sûre, Matawata. c'est pour le bien de nos producteurs et pour Oui. le bien des animaux, du bétail. Et il faut dire que ça facilite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la prise de poids des prise de ruminants et ça facilite aussi la production de lait pour les vaches. D'accord. Si je ne me trompe pas, hein, monsieur. Vous avez parlé Bagoué. aussi du manque d'avortement auprès des femelles. Voilà. Donc, Donc le voilà. manque d'avortement, ça prend de lait, Si, si. et manque d'avortement, et les mises bas chétifs là n'arrivent pas. D'accord. Et comment ils doivent consommer cette pierre, la lécher ou la lapée, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que ils y vont à volonté ou bien c'est pas C'est le fait matin, Ils y à c'est le volonté. soir, Ils y voilà. à volonté. Quand tu tâches ça, quand eux viennent, s'ils n'ont pas besoin, ils ne s'approchent pas. Mais comment vous faites pour savoir qu'il en a besoin? On met ça dans le troupeau Ah, en d'accord. permanence. OK. Quand l'autre vient, bon, par exemple, quand une femme est enceinte là, et parfois il mange de la carablaille, il la livre. Exactement. Donc c'est ça. Ou bien Ok. même le sable, quand il Le pleut sable. et puis la pluie arrose le sol, on a tout de suite envie d'aller Ça, se vous- jeter ça vous dit quelque Donc, chose, c'est ça. Sarah Matawata? sur ce Quand, Je vous sable. vois quand venir. il attache là, quand il a besoin, là, il sent l'odeur, il s'approche d'eux. OK. Il lave ça. Et ça, D'accord. ça- Quand il a fini de laver, il s'assoit, l'autre vient. Quand l'autre n'a pas besoin, Il laisse. il laisse. D'accord. et c'est pour tous les ruminants, en C'est fait. tous les pour tout. ruminants. C'est tous Chevaux, les- ânes, c'est bœufs, tous les moutons. ruminants. C'est tous les ruminants en général. D'accord. Mais est-ce que vous songez à partager cette technique-là De fabrication avec d'autres jeunes, peut-être, pour porter un peu Oui, plus je le projet? fais ça. On en a besoin. Je fais ça, à partager les idées avec tout le monde. Quand ils viennent là, je les forme. Il y a qui sont déjà venus vous voir et que vous Oui, avez il y a formé au moins, jusque-là? j'ai déjà formé une vingtaine dans la commune de Zobodomé. Zobodomé. OK. Dans les autres arrondissements, là. Ouais. À Kiza, Domé, et Tanwi, Hessou, et Kana, je les ai formés. D'accord. Donc, d'ici la Karamata Boitaou à Zobodomé, on aura du bétail en très bonne santé et en très bonne Exactement, quantité. Exactement. Ah, C'est- on croit notre invité. C'est ce qu'on pourrait déjà retenir. Monsieur Bagoué, merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose à dire apparemment, hein? Non, je voudrais dire que c'est pour cela que on s'est rencontré avec le docteur Babajide, on a parlé, et puis il m'a invité vers Alokosa. D'accord. Donc, on discutait. Donc, il utilise aussi cette pierre-là si, dans il son utilise- exploitation. Oui, il utilise. Merci beaucoup. Agnès Bello, vous avez compris, chers amis téléspectateurs, on parlait donc de pierre alléchée avec M. Dominique Gbagoué, producteur agricole, qui est membre de l'Union communale des producteurs de Zobodomé, d'où il nous est venu d'ailleurs pour ce plateau. Merci beaucoup. La pierre alléchée, c'est pour le bien du bétail, pour le bien aussi de nos éleveurs, tout simplement, qui à la fin vont faire de très bonnes affaires. Agnès Bello. Oui, Karamata Boitaou, vous avez oublié que c'est aussi pour le bien de nos assiettes. Hein. Ça nous fait un peu plus de viande dans nos Je sais plats. que vous adorez de la viande, Ouais, Agnès. La Karamata viande et Boitaou. vous... Je une le très dis, belle hein, je ne histoire. suis pas végétarienne pour l'instant. Donc, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. C'est l'heure du journal. On rejoint Nadège Soni. C'est tout juste après ceci.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Où que vous vous trouvez en ce 18 juillet, consacrez 67 minutes de votre journée pour servir les autres et le bien public. C'est une invite des Nations Unies en souvenir des 67 années de militantisme de Nelson Mandela. La lutte contre les changements climatiques nous interpelle tous. Des solutions existent et de bons réflexes peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un projet du Fonds mondial se propose de sensibiliser sur l'environnement. Bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Comment faire pour mieux disposer de son temps? La réponse dans cette édition. Elle est plus connue sous son nom anglais Mandela Day et existe depuis 2010. La journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année, a été déclarée par les Nations Unies en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté. C'est aussi une journée pour renouer notre attachement aux valeurs qui ont inspiré Nelson Mandela. C'est un commentaire sur image de Stéphanie Dekbe-Mandora, présenté par Ulvaeus Balogun. Il est un héros de la lutte anti-apartheid. Né le 18 juillet 1918, Nelson Mandela a entamé son combat dans les années 40. Jeune avocat nègre, il rejoint très tôt le Congrès national africain ANC qui milite pour la défense de la majorité noire privée de ses droits par la minorité blanche. En 1960, l'ANC est dissous. Mandela fonde et dirige alors la branche militaire de l'ANC qui mène au sabotage des installations publiques et militaires du pays. 2 ans plus tard, il est arrêté par la police sud-africaine, puis condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rinovia. Le 2 février 1990, le président Frédéric de Klerk annonce la libération sans condition de ce dernier. Il fut libéré le 11 février 1990 après 27 ans d'emprisonnement. S'inspirant de son courage et de sa compassion, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement d'alors. Il reçut en 1993 le prix Nobel de la paix. Nelson Mandela incarne aux yeux du monde entier des valeurs de pardon et de réconciliation pour avoir arraché l'Afrique du Sud au régime raciste et renoncé à toute vengeance contre la minorité blanche. Au présage de l'héritage qu'il a laissé au monde entier, l'ONU a décrété le 18 juillet, jour de son anniversaire, comme le Mandela Day. Le thème retenu cette année 2019 est « Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes ». Un thème qui vient mettre en exergue le pardon, acte qui caractérise cet homme. Unir les efforts pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Pour gagner ce pari, les organisations non gouvernementales y sont associées. Elles sont appelées à sensibiliser les populations pour un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Un projet a été initié dans ce sens par le Fonds mondial pour l'environnement et soutenu par le ministère du Cadre de vie. Bruno Rotekbo, Gloria Oni. La lutte contre les changements climatiques, la diversité biologique et la dégradation des terres constituent une solution pour le bon rendement des cultures et la protection des sols. Cependant, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés représente une menace pour l'écosystème. Lorsque les sols sont dégradés, on ne peut plus faire l'agriculture vraiment de niveau satisfaisant. Or, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés peut entraîner vraiment une telle catastrophe, ce qui n'est pas bien pour nous. Ces mêmes produits chimiques déversés dans les cours d'eau produisent des effets catastrophiques au niveau de l'écosystème, notamment les poissons et tout ce que nous avons. Il s'agit donc de porter l'information aux populations qui souffrent des conséquences liées au changement climatique. En réalité, le plus important, c'est que nous puissions élaborer des projets concrets relatifs à l'environnement
pour faire en sorte que nos cas de vie et la dégradation de l'environnement ne puissent pas être vraiment assez accentués. Surtout, tenir compte de la santé de nos populations qui ont besoin d'une meilleure protection de leur cas de vie. Il s'agit pour ces ONG, soit en action ou en plaidoyer, d'aller vers au niveau des autorités locales, des autorités au niveau central également, pour voir dans quelle mesure les amener à prendre en compte tous les accords qui sont signés au niveau international. Et pour y arriver, les organisations non gouvernementales sont appelées à collaborer et à partager leurs expériences dans la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement. Il faut que ces ONG-là, qui sont sur le terrain et qui sont en contact avec les populations, puissent cerner la vision de ce projet et qu'on établisse un lien permanent entre eux afin qu'on ait les feedbacks sur les actions concrètes qu'elles mènent sur le terrain. Ces ONG et acteurs des ministères sectoriels vont élaborer des projets concrets pour amoindrir la dégradation de l'environnement et éduquer les populations à un changement de comportement. Le temps n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. C'est l'un des vecteurs clés du développement. De sa bonne gestion et de l'importance qui lui sont accordées dépendent le succès tant sur le plan individuel que national. Comment user de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer dans notre quotidien pour en faire son allié? Rebecca Adjinakou s'est penchée sur la question. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore perdre de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant même, je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le R, c'est arbitrer les priorités parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient.
Se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais se spécialiser dans un domaine précis, c'est l'idéal. Les demandeurs d'emploi ont besoin d'une formation professionnelle adéquate pour être compétitifs sur le marché et pour répondre aux exigences des recruteurs. La formation professionnelle est-elle donc une solution contre le chômage? La réponse dans cette interview réalisée par Samson Thiaumont et Gloria Oni. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. La digitalisation des systèmes d'information sanitaire tient à cœur aux autorités sénégalaises. Un projet de dossier médical partagé a donc été initié et vise à rendre accessibles les informations des patients où qu'ils se trouvent dans le pays. C'est un reportage de Oumou Bald de la RTS. Avec cet accord paraphé, le FONSIS s'engage dans la mobilisation de ressources visant à financer des projets du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La digitalisation du système d'information est l'un des points phares. Un grand projet de mise en place d'un dossier médical partagé. Quand on parle de la numérisation du dossier médical, c'est que le Sénégal doit entrer dans l'ère du numérique pour que partout dans le pays, où est-ce que nous pouvons effectivement donc nous soigner, que l'on puisse le faire sur la base d'une information que nous pouvons partager. Ça va faciliter la télémédecine, ça va faciliter l'échange d'informations sur un patient. De cet accord de partenariat, il est aussi attendu la réhabilitation d'infrastructures sanitaires à travers le pays. Il y a le projet de réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec, le projet de réhabilitation de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, le projet donc de reprise et de démarrage de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, mais aussi un projet extrêmement important qu'on fait avec des jeunes médecins, dans le cadre bien entendu de leur insertion professionnelle. Et c'est une initiative privée. Il s'agit de travailler avec les jeunes médecins pour mettre en œuvre leur projet. Et ça permettra d'installer au niveau du Sénégal plusieurs unités médicales privées. Après cet engagement, il est attendu maintenant l'évaluation des besoins qui devront déterminer les coûts. L'objectif pour les deux parties est de faciliter la prise en charge des patients, mais aussi de renforcer l'offre de soins de santé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là le 1945, présenté de main de maître par Nadej Soni. On retrouve Uvaïs Balogun aux commandes du journal. Demain, en attendant, le grand rendez-vous se poursuit. Le dernier plateau s'installe. Horizon Culture. Ce soir, nous nous intéressons aux proverbes africains. Nous allons vous montrer combien de fois c'est beau de communiquer avec ces proverbes. Ce sera dans un instant. Suivons d'abord ceci. Nous avons dit que nous avons
lo kotomene lo de no do mo so na nuyi beto lo gbeme alo yopovu miton de nwia jonjo jadinle o ni lo do nu yewe na lo fi flon nu yewe wenenu yede su yelo yiyiwe o afode na de alode na de bonaso no gbe o mena ye na tun. En temps, nos grands-parents ont eu à les utiliser peut-être pour se donner des codes, pour ne pas dire directement ce qu'ils veulent exprimer, quoi. Donc, si on peut les développer, ce serait bien. Ça fait du bien, c'est très bon parce que les enfants, ça va aider les enfants à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, si on dit donc déjà, pour qui connaît, il n'y a pas un grand homme, il n'y a pas l'aîné ou bien le supérieur et on va s'adresser au subalterne ou bien au plus petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, le père de la famille et on va aller s'adresser au petit. On dit Beko Baka Wukri. Beko Baka Wukri. Ça veut dire, en Baïba, ça veut dire que c'est de couvrir un gros paille. On dit que c'est des choses, on dit que c'est dans l'eau là, que c'est dans l'eau, que c'est quand on est dans l'eau, ça se marque que c'est bon de faire l'amour. Vous voyez un peu comment c'est dit, et quand on va vouloir traduire ça en français, vous voyez ce que ça donne, donc c'est un peu ça. Justement, ce problème de traduction, on n'arrive pas toujours à trouver les bons mots pour traduire exactement l'essence de nos proverbes africains. J'espère qu'avec Jennifer Sativi sur ce plateau, on en parlera. Bonsoir Jennifer. Oui Agnette, bonsoir. On en parlera bien sûr. C'est parce que je me dis que ces proverbes ont des... Quand on les traduit en français, ça ne donne pas toujours ça fait pas le même effet. Donc, on va en parler avec notre invité qu'on reçoit, Teddy Gandigbe. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Pour vous, déjà, les proverbes qu'on a, les proverbes africains, qu'est-ce que cela représente pour vous? Nous allons d'abord commencer par clarifier ce que c'est que le proverbe. Le proverbe, en réalité, c'est un type particulier de parole dont le contenu sémantique n'est pas perceptible tout de suite au premier jet d'écoute ou à la première prononciation. Et donc, quand on en vient à l'Afrique, nous avons plein de paroles. Nous sommes d'abord un peuple de paroles, je l'ai dit. Un peuple d'oralité. Voilà. Et donc, on a beaucoup de paroles qui nous permettent de nous exprimer pour dire autrement ce qu'on a envie de dire directement. D'accord. Et quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pour nous permettre de mieux faire passer le message entre nous? En fait, lorsqu'on est dans des discours donnés, lorsqu'on est dans des panels donnés, on en arrive parfois à faire usage de ces types de paroles parce qu'en fond, on les appelle les hokwinpin ou les honyokwi. Les hokwinpin, en fait, ce type de paroles ne s'utilisent pas n'importe comment ou à n'importe quel endroit. C'est quand on se sent dans cette disposition de l'utiliser pour éclairer la lanterne à celui avec affaire, à son interlocuteur, qu'on les utilise. Et donc, avant de les utiliser, il faut être sûr que l'interlocuteur a aussi un niveau de compréhension des choses assez élevé pour pouvoir être dans les mêmes diapasons de discussion. Sinon, utiliser les proverbes dans des discours, des discussions, ça ne va pas avoir son pesant d'or. En fond, disons, je l'aime beaucoup, Michel Loukou, à l'Ekwehanou, il dit « Randido gankuno enoloto edinfoa ». Randido gankuno enoloto edinfoa. Pour dire quoi? Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut utiliser des proverbes pour exprimer ses sentiments ou ses émotions. D'accord. Parce que tout le monde n'est pas toujours à même de le comprendre. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la même capacité de perception, la même capacité de décryptage des paroles. D'accord. Alors, ma question, Agnette, est-ce qu'on peut dire que c'est niveau par niveau, si je puis dire de cette façon, parce que peut-être un parent vous donne un proverbe pour vous ramener à l'ordre et il vous définit ça. Est-ce que on peut dire qu'il... justement, le parent, la plupart du temps, il ne vous le définit pas, hein? N'est-ce pas? Parfois, il le définit. La plupart du temps, au moment où il le sort, il ne vous le définit pas. Peut-être après, vous avez le temps de revenir dessus. En réalité, il y a deux formes d'exploitation des proverbes.
parfois, quand on est dans des émotions négatives, on les utilise et on ne les explique pas. Ok. Si je te dis, par exemple, tu vois? Déjà, il faut nous traduire. C'est le fou qui a uriné dans le mangeoire du fétiche, du vaudou. Le vaudou ne peut pas bouger, mais le fou vient uriner dans son mangeoir. Vous voyez? Oui, bien sûr. La réponse est que pour dire quoi? Ce que tu vois que je suis en train de faire ou ce que tu entends que je suis en train de dire qui ne te plaît pas, voilà que je le dis. Tu ne peux pas. Tu vas en souffrir, mais tu ne pourras rien faire. La fameuse phrase, d'accord. On a compris. Okay. Et donc, en ce moment-là, si j'en viens à utiliser, si je suis en colère contre toi, je ne suis pas obligé de te donner la réponse finale que je viens de donner, que je viens de libérer. Oui. Là, c'est à toi de réfléchir un peu pour savoir exactement ce que je veux te dire. D'accord. Mais puisqu'on parle de communication, alors dites-nous, est-ce que c'est dans tous les lieux qu'on peut se permettre d'utiliser les proverbes africains? Justement, je ne pense pas. Et dès l'entame, j'ai commencé par le dire. Tout le monde n'a pas cette capacité de perception. Et donc, si tu te retrouves, par exemple, avec quelqu'un dont le niveau de compréhension des choses est assez basse, enfin assez bas, j'allais dire, tu ne peux pas te mettre à utiliser des expressions codées parce que le proverbe est une expression codée. Oui. Et donc, tu ne peux pas commencer par les utiliser au risque de ne pas te faire comprendre. Tu vas les utiliser, ce sera comme de l'eau passée sur le dos d'un canard. C'est-à-dire que l'interlocuteur ne sera pas apte à te comprendre parce qu'il n'a pas ce niveau de compréhension des choses. Oui, justement, la particularité de nos proverbes, c'est que ça évolue par ethnie, par région. Donc, quand on est dans la région où le proverbe peut-être est phare, on n'a plus besoin comment dirais-je, de le traduire. Quand vous allez à Abomey, que vous parlez comme ça, comme vous vous exprimez là, je suppose que le message passe sans besoin d'interprétation. Bien sûr, il y a des proverbes qui sont déjà tombés dans le domaine public. Oui. Et donc, leur usage ne pose plus de problème lorsqu'on est dans des discussions données. Si. Vous voyez? Et ça varie d'un peuple à un autre, d'une population à une autre. Lorsque on se met à employer des proverbes usuels que tout le monde connaît, qui est familier à tout le monde, en ce moment-là, personne ne reste plus perplexe dans le discours parce que tout de suite, on a la réponse à soi-même. Mais lorsque vous utilisez des proverbes recherchés, c'est-à-dire des proverbes qui ne sont pas utilisés de façon habituelle, en ce moment-là, vous appelez votre interlocuteur à réfléchir davantage pour pouvoir vous comprendre. Et en ce sens, il faudra forcément que celui-ci soit au même niveau de compréhension des choses pour que vous puissiez le comprendre. Oui, mais la communication, c'est que parfois, vous n'avez même pas envie qu'ils comprennent. Vous avez besoin juste de sortir ça. C'est du genre, va à la maison, te renseigner auprès de tes parents. Justement, c'est pour cela que au départ l'essence même du proverbe. C'est pour cela que je disais qu'il y a deux formes d'exploitation. La première, je l'ai expliqué, c'était la négativité. Quand tu es dans une émotion négative, tu n'es pas obligé d'expliquer quoi que ce soit. La personne a qu'à réfléchir et trouver la réponse lui-même. Mais quand tu es dans une émotion positive, on est d'accord. Oui. Tu l'expliques. C'est-à-dire, je dis par exemple à quelqu'un, comment je vais le dire, je vais aller en fond. Oui, allez-y d'abord. En fait, la personne te dit, baisser sin tite, non so nyi bouton péria. Baisser sin tite, non so nyi bouton péria. Pour dire quoi? Quel que soit l'orgueil de la grenouille, du crapaud, il ne pourra jamais avoir le poids d'un bœuf. Ça, c'est impossible. Ça n'a pas besoin d'explication. C'est sûr. Vous voyez? Et là, si je te le livre comme ça, là, tu comprends. Maintenant, si la personne n'arrive pas à accéder à la clé de cette parole, je peux commencer par lui dire, écoute, mon frère, toi et moi, c'est vrai, nous sommes dans le même sillage, mais nous n'avons pas les mêmes prix. Oui, voilà. Comme on le dit, les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas le même justement, prix. nos proverbes africains, est-ce qu'on peut les retrouver, comme je viens de le dire par exemple, nous on a ça en fond, les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Est-ce que les mêmes proverbes peuvent se retrouver un peu partout? Oui, dans différentes ethnies. Voilà. Bien sûr, à la petite différence que, vous savez, les langues africaines sont des langues suffisamment riches. D'accord. Et là, il faut le dire très clairement parce que, tu as vu, quand on a voulu traduire ce que j'ai dit en français, ça n'a pas eu les mêmes clés, ça n'a pas eu les mêmes codes. Et donc, étant entendu que nous avons de langues particulières,
la richesse de ces langues ne peut pas forcément se retrouver dans les autres langues. Oui. Mais le contenu sémantique peut se retrouver dans une langue comme dans une autre. Oui. Donc, le message peut être le même, sans que le code ne soit pas les mêmes. Voilà. Justement, parlons de la traduction en français. Il y a un intervenant qui a dit, vous voyez, quand on veut traduire ce proverbe, par exemple, en français, on ne saura pas le dire. Donc, il y a un proverbe en fond que j'aime bien, Afingbato et Afinomlin, j'espère que c'est bien dit. Donc, on a traduit ça en français, mais je me suis rendu compte que ça ne faisait pas du tout l'effet. Voilà. En linguistique, on te dira que les langues n'ont pas les mêmes modems. D'accord, déjà essayez de traduire ce qu'elle a dit. Voilà. Si on doit aller de façon littérale en français, c'est le verseur, j'ai dit de façon littérale, donc le verseur de la cendre, c'est lui que suit la poussière de la cendre. Si je dois aller de façon terre à terre. Mais c'est pas les mêmes codes. Du tout. Voilà. C'est pas du tout les mêmes effets. Mais quand on le dit en langue, à Fingbato et à Finomlin, tu vois, ça porte une charge. Ça a une portée. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence entre les proverbes qui se promènent de population en population, de peuple en peuple. C'est juste le contenu sémantique qui est commun, mais la charge et la portée ne sont pas forcément les mêmes. D'accord. Alors, je pense, aujourd'hui, quand on parle de mondialisation et tout, l'Afrique gagnerait à faire la promotion de ces proverbes. Encore qu'il faudrait pouvoir les répertorier. Parce qu'on a beaucoup de grands-pères et de grands-mères, des bibliothèques qui partent tous les jours. Comment on fait pour retrouver ces proverbes-là? Dommage que nous sommes en Afrique et les traditions se lèguent de façon orale, vous voyez. Et comme l'a dit Agnat, les proverbes, ces paroles que nous avons l'habitude d'exploiter ou d'employer sont en train de partir. La jeune génération n'a plus cette habitude d'avoir recours à ces types de paroles. Mais on peut toutefois les sauvegarder. C'est vrai, on ne peut pas les archiver parce que c'est des paroles à portée orale. On ne peut pas les archiver de façon écrite, à moins que quelqu'un choisisse... Des études, je pense que c'est à encourager sur ce plateau. Et je pense que des travaux de recherche sont en train d'être faits à l'université d'Abomey-Calavi dans ce sens, bien sûr, où on est en train de répertorier ces types de paroles à l'écrit. Mais je pense que pour mieux l'archiver, ce serait sur des supports digitaux ou des supports... D'accord. Comme ça, on a l'intonation, on a la prononciation. Et toute la charge qu'il faut. Voilà, mais vous tenez à la charge. Hein? Oui, à la traduction, après, peut-être les dit en fond parce que traduit en français, ça n'a pas du tout le même sens. C'est peut-être la différence entre les proverbes européens et les nôtres, certainement. Oui. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Agnat. Voilà, Teddy Gandigbe, vous êtes journaliste culturel. Avec vous, nous sommes promenés au sein des proverbes africains. Ce que moi je retiens, c'est que nous avons une culture qui est très riche, qui gagne à être promue. Et cela passe par des études, par des travaux qui nous permettent d'avoir vraiment une idée de tout ce qu'on a comme potentiel. Quand on parle de proverbes africains, on aura peut-être un autre plateau pour revenir sur cela. Mais en attendant, le grand rendez-vous va se terminer. Donc, que dis-je? C'est le dernier plateau, mais ce n'est pas encore la fin du grand rendez-vous. On fait ensemble le rappel de la météo.
Voilà notre instant citation à présent. Vous l'avez constaté avec nous sur le précédent plateau. On s'est intéressé aux proverbes africains. Ce soir, je vous propose un proverbe Yoruba. Jennifer a proposé des proverbes en fond. Donc, je vous propose un proverbe Yoruba qui dit ceci. Le gombo ne peut jamais dépasser en taille son producteur. Le gombo ne peut jamais dépasser en taille son producteur. C'est un proverbe Yoruba et c'est avec ce proverbe que je prends congé de vous, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous.